Quand vos enfants disparaissent, vous êtes terrifiés et inquiets. Sans avoir aucune idée d'où Riley et Breezy étaient allés, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette affaire nous a beaucoup bouleversés, elle a ravagé nos vies. Les coupables étaient convaincus d'avoir fait un si bon travail que la police ne les retrouverait jamais. Cette personne avait un plan pour se débarrasser des corps. C'était un plan plein de haine et de cruauté. C'était terriblement frustrant pour nous. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille à deux ados? C'était un tourbillon de peur. Et ça a débouché sur quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Riley Powell et Breezy Oteson ont été portés disparus le 3 janvier 2018. Ce sont leurs familles qui ont signalé leur disparition. D'après ce que les familles ont dit aux forces de l'ordre, Riley et Breezy étaient en couple. Le 29 décembre 2017, Riley et Breezy étaient chez la famille de Breezy dans le comté de Tweedy, et ils sont partis plus tard dans la soirée. Ils avaient environ 45 minutes de trajet jusqu'à Eureka sur une route complètement déserte, dans la Jeep de Riley. Ils devaient rentrer chez eux à Eureka ce soir-là, mais d'après ce que les familles ont dit, ils ne sont jamais arrivés. Breezy et Riley étaient dans la même école. Et c'est pendant l'été qu'ils avaient commencé à sortir ensemble. Riley avait acheté une bague pour Breezy. Il voulait la demander en mariage. Je sais qu'ils étaient très jeunes, mais je les soutenais si c'était ce dont ils avaient besoin pour se sentir complets et avoir une certaine stabilité dans leur vie. Breezy avait adouci Riley en quelque sorte et l'avait aidé à devenir une meilleure personne. Et on n'avait pas de nouvelles de lui. Ce n'était pas normal. Ça ne leur ressemblait pas. Donc on a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. J'ai appris que Breezy et Riley avaient disparu grâce à une publication sur Facebook le 2 janvier, demandant si quelqu'un avait des nouvelles d'eux, vu qu'ils n'avaient pas donné de signe de vie depuis quelques jours. Ils avaient l'habitude de passer d'une maison à une autre, sans donner de nouvelles pendant quelques jours. Mais Breezy adorait Snapchat et quand leurs réseaux sociaux sont restés inutilisés, on a compris que quelque chose s'était passé. On a donc signalé leur disparition à la police. On se dit qu'on a deux ados qui conduisaient sur une longue route déserte pour rentrer chez eux en plein hiver. Il fait froid, c'est gelé, et on se dit qu'il est possible qu'ils aient fait une sortie de route ou qu'ils aient eu des problèmes avec la voiture. Eureka est un très petit village. Sa population compte moins de 1000 habitants. Et il est à environ 1 heure de Salt Lake City. C'est une ville fantôme. Eureka est comme blotti entre les montagnes. C'est un peu comme dans un canyon. C'était une ancienne ville minière. Il y a des collines, des arbres,
plusieurs intersections et des routes qui vont dans toutes les directions. Donc sans avoir aucune idée d'où Riley et Breezy étaient allés, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On a demandé l'aide de la population, vu que tout le monde connaît tout le monde dans ce village. Ils connaissent plus ou moins les environs. Certains sont allés à cheval, d'autres sont allés en voiture, mais ils y sont allés ensemble et les habitants nous ont vraiment beaucoup aidés pour essayer de les retrouver. J'ai organisé un événement pour demander aux habitants de nous aider à rechercher Breezy et Riley. Et plus d'une centaine de personnes sont venues nous aider le 5 janvier. Bill a passé la semaine dehors, du lever au coucher du soleil, en allant dans tous les endroits possibles et imaginables. Il allait partout où il pouvait, à leur recherche. Quand vos enfants disparaissent, vous êtes terrifiés et inquiets. Vous faites tout ce que vous pouvez. C'est comme ça qu'Amanda et moi, nous nous sommes rapprochés. On est sortis et on a cherché partout avec les autres. On passait chaque moment libre à chercher. On ne savait pas s'ils survivraient une nuit ou plusieurs. Est-ce qu'ils avaient à manger? Est-ce qu'ils avaient à boire? Donc on devait agir très vite. Le temps jouait contre nous. Et on ressentait vraiment la pression. On a mené des recherches sur différents chemins de randonnée, puis dans les montagnes. Nous avons fait appel aux services de recherche et de sauvetage pour les retrouver. On était un peu déconcertés par l'immensité de ce que ça représentait. Et ça n'a finalement rien donné. Les photos de Riley et de Breezy, ainsi que la photo de la Jeep, ont été diffusées dans les médias. La famille de Breezy a créé un compte sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que les deux ados étaient portés disparus. Riley et Breezy étaient tous les deux actifs sur Facebook, donc les policiers ont demandé à consulter tous leurs réseaux sociaux en espérant que ça les aiderait à retrouver la trace des deux ados. Mais obtenir des informations grâce à Facebook n'est pas un procédé rapide. Ça prend plusieurs mois en réalité. Donc, on a dû trouver d'autres moyens. Il n'y a pas de mots pour décrire le désespoir et l'impuissance qu'on ressent en ne sachant pas s'ils ont fait une sortie de route et sont coincés quelque part, surtout qu'on était en plein hiver. Et il y a aussi l'impuissance face à notre incapacité à les retrouver, les aider et les ramener à la maison. On pensait à toutes les possibilités à l'époque, mais on était sûr de rien. Breezy et Riley avaient des hauts et des bas dans leur relation. Breezy sortait d'une longue relation avec un garçon, et même si cette relation était terminée, il y avait beaucoup de problèmes de confiance entre Breezy et Riley. On avait peur qu'il se soit passé quelque chose, comme une dispute ou une altercation entre Riley et Breezy, et qu'ils se soient retrouvés au bord de la route et que l'un des deux soit parti, qu'ils se soient séparés ou autre chose.
Le 9 janvier, on a réussi à localiser la Jeep dans une zone appelée Cherry Creek. C'est à environ 24 km d'Eureka, dans une grande zone déserte et loin de la route. Un membre de l'équipe de recherche et de sauvetage a survolé la zone en hélicoptère et a repéré la Jeep. Mais quand ils ont retrouvé la voiture et qu'il n'y avait ni Breezy ni Riley, tout le monde était confus. On espérait qu'en retrouvant la Jeep, on retrouverait les adolescents. La Jeep était la clé. Donc, quand ils l'ont retrouvée et qu'il n'y avait ni Breezy ni Riley, ça nous a complètement déconcertés. Qui sait si on allait les retrouver ou non? C'était un tourbillon d'inconnus et de peur. Et tout ça a débouché sur quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Breezy Oteson, 17 ans, et Riley Powell, 18 ans, sont portés disparus depuis 10 jours avant que la Jeep de Riley ne soit retrouvée abandonnée dans le réservoir de Cherry Creek. Mais toujours aucun signe de Breezy et de Riley. Ça n'avait aucun sens qu'un des deux abandonne la voiture comme ça. Les enquêteurs se demandaient « Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils disparu ?» Quand on a regardé dans la Jeep, on a remarqué que toutes leurs affaires, leurs habits, les couvertures, le sac de voyage de Breezy, tout avait été jeté à l'arrière dans le coffre, ce qui nous a paru bizarre. Ça a soulevé une question évidente. Pourquoi ne pas prendre toutes ces affaires avec vous si vous êtes coincé et que vous essayez d'aller chercher de l'aide à pied dans ce froid? En faisant le tour de la voiture, on a remarqué qu'il y avait une sangle d'arrimage à cliquet à motif camouflage. Elle était fixée au ressort à lame arrière gauche et était cassée. Ça a soulevé beaucoup d'autres questions. Est-ce que c'est Riley qui l'avait utilisée pour remorquer la voiture? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre, peut-être? Qui avait utilisé la sangle? Les fenêtres étaient baissées et les deux pneus du côté passager étaient crevés. Il y avait des entailles sur les pneus qui avaient l'air d'avoir été réalisées avec un tournevis ou un couteau. C'était fait volontairement. Donc, en assemblant tous les éléments, les pneus, les fenêtres baissées malgré le froid, les vêtements dans le coffre, on se dit que la piste criminelle peut être envisagée. Après avoir examiné la Jeep et les alentours, les enquêteurs étaient sûrs que, peu importe ce qui était arrivé à Riley et Breezy, les coupables étaient convaincus d'avoir fait un si bon travail pour cacher le véhicule qu'ils avaient laissé beaucoup de choses, en se disant que la police ne retrouverait de toute façon jamais la voiture. Quand on a retrouvé la voiture sans eux, on a proposé une récompense de 5 000 $ à celui qui les retrouverait. On a accroché ces affiches dans toute la ville. J'étais comme anesthésiée, mais je ne voulais pas craquer. Je savais qu'il fallait juste qu'on les ramène à la maison. Au bout de quelques jours, une des voisines s'est présentée et a affirmé avoir vu un certain Lee Shepherd remorquer la Jeep bleue de Riley.
C'était aux alentours du Nouvel An, donc à la période où Riley et Breezy ont été portés disparus. Elle affirmait l'avoir vu se diriger vers le sud sur l'autoroute 36 en direction de Reka. Elle décrit la voiture avec beaucoup de précision. Elle habite près de Lee Shepherd. Donc les enquêteurs étaient convaincus qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle venait de Reka, donc elle avait vu les avis de disparition, les affiches, les alertes dans les médias. Elle connaissait Riley et sa Jeep. Il est intéressant de noter que Lee Shepherd était le petit ami de Misty, la mère biologique de Riley, et qu'il vivait dans la maison de Misty. Riley a une enfance difficile. L'État avait retiré sa garde à sa mère et son père biologique parce qu'ils étaient des drogués. Ils allaient le faire adopter, donc je l'ai pris en charge et il a vécu avec nous. Riley et sa mère Misty avaient une relation compliquée. Riley lui avait été enlevé, mais étant donné qu'ils vivaient dans un petit village et comme c'est sa mère, ils avaient quand même une certaine relation, ce qui n'enchantait pas le reste de sa famille. Ils pensaient que sa mère avait peut-être une mauvaise influence sur lui. Je ne voulais pas qu'elle soit dans sa vie. Ce n'était clairement pas un modèle. Il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait des conflits dans la famille dont on ne nous aurait pas parlé? Est-ce qu'une dispute avait éclaté? Pourquoi Lee Shepherd aurait-il été aperçu en train de remorquer cette voiture? On a demandé à Lee et Misty de venir au bureau du shérif du comté de Tweely pour discuter avec nous et pour voir s'ils pouvaient nous aider et nous donner des informations pour retrouver les ados. Misty a dit qu'elle avait vu Riley pour la dernière fois le jour de sa disparition. Misty a précisé qu'il y avait eu une dispute entre Lee et Riley et que des mots un peu virulents avaient été échangés. D'après Misty, Riley devait de l'argent à Lee. Ça nous donnait un potentiel mobile. Les forces de l'ordre ont obtenu le mandat de perquisition et ce mandat a été exécuté sur la propriété sur laquelle vivaient Misty et Lee. Quand on était chez Misty et Lee, on a retrouvé une sangle d'arrimage à cliquet à motif camouflage, comme celle retrouvée sur la Jeep de Riley. Après avoir retrouvé les sangles, la police s'est demandé si c'était la preuve dont ils avaient besoin pour résoudre l'affaire et retrouver Breezy et Riley. Est-ce que Lee et Misty avaient assassiné Breezy et Riley? Si c'était le cas, où étaient les corps? Riley et Breezy étaient toujours portés disparus. Le 16 janvier 2018, on a exécuté un mandat de perquisition dans la maison de la mère biologique de Riley et de son petit ami, Lee Shepherd. On a retrouvé des sangles d'arrimage, similaires à celles retrouvées sur la Jeep de Riley.
En plus de ça, on nous avait parlé d'une potentielle dispute ou d'une dette. Donc on s'est dit qu'on devait creuser davantage la piste de Lee pour voir s'il pouvait avoir un lien avec l'affaire. Lee a déclaré qu'il avait bien remorqué une voiture le jour de la disparition de Riley. Mais c'était un pick-up Nissan. C'était la voiture de la sœur de Misty. Et elle ressemblait à la voiture de Riley. Mais ce n'était donc pas la voiture de Riley que Lee avait remorquée. Et il a dit qu'il avait acheté la sangle d'arrimage à motif camouflage dans le même magasin que Riley. Et que c'est pour ça qu'elle ressemblait à la sangle retrouvée sur la Jeep. En plus, Lee a affirmé qu'il ne savait rien de la disparition de Breezy et Riley. Il a dit qu'il n'était en aucun cas impliqué dans l'affaire et qu'il n'avait rien à voir avec la disparition des deux ados. Après la fouille, et après avoir parlé avec Lee et Misty, on a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour montrer l'implication de Lee et Misty dans la disparition des deux ados. Donc, on a dû aller de l'avant et continuer à chercher d'autres pistes. À ce moment-là, la police n'avait rien du tout. Il n'avait pas de corps, pas de suspect, pas de réelles preuves montrant qu'un crime avait eu lieu. C'est comme s'il repartait de zéro. Cette affaire nous a tous beaucoup bouleversés. Elle a ravagé nos vies au point qu'elle occupait nos pensées 24 heures sur 24. J'ai passé des milliers d'heures sur cette affaire. J'en venais à me demander si je voulais réellement poursuivre une carrière d'enquêteur, parce que cette affaire m'avait beaucoup épuisé. Après 2 semaines, on se dit que ça fait long. Peut-être qu'ils ne sont plus en vie. Et on se dit que le coupable s'est donné beaucoup de mal pour cacher les corps et ne pas se faire prendre. Finalement, après quelques semaines, les enquêteurs ont obtenu l'autorisation pour consulter les réseaux sociaux des deux ados. Et quand ils l'ont fait, ils ont découvert que le dernier message envoyé par Riley était destiné à une femme de 34 ans, une certaine Morgan Anderson. On a appris que le 29 décembre, Morgan avait contacté Riley en disant « Salut, je suis seul chez moi à Mammoth. Tu peux venir si tu veux. » De ce qu'on sait, c'est la dernière conversation que Riley a eue avec qui que ce soit. Je n'ai jamais su qui était Morgan. Aucune idée. C'était peut-être une amie plus âgée, mais c'était la dernière personne à qui il avait parlé, donc ça signalait quelque chose. Quelque chose de plutôt négatif. On connaissait Morgan et son petit ami, Jared Baum, avec qui elle vivait. Morgan avait un passé tumultueux. Elle avait fait plusieurs séjours en prison et était connue pour consommer de la drogue. On connaissait aussi Jared Baum. Dans sa vie, il avait passé plus de temps en prison qu'en liberté. C'était un drogué, et on savait qu'il aimait les armes.
Mais on ne savait pas quel type de relation entretenaient Morgan et Riley. Donc on a senti qu'on devait se rendre à la maison de Morgan pour lui demander ce qui s'était passé. Est-ce que Riley était venu? Je me souviens m'être rendu à leur maison. Jared et Morgan étaient dehors. On discute un peu. Ils me disent tous les deux qu'ils n'ont jamais parlé à Riley et Breezy, qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Mais Morgan lançait toujours un regard à Jared avant de répondre. Elle le regardait, puis nous regardait, puis regardait de nouveau Jared, comme si elle demandait « C'est la bonne réponse ?» Mais quand on leur a montré la discussion Facebook, elle a commencé à dire « Oui, je lui ai parlé, mais il n'est jamais venu, il n'est jamais arrivé. Et je ne sais pas où il est allé depuis. » C'était un gros signal d'alarme pour la police. Ils ne savaient pas ce qui était vrai. Finalement, on a décidé qu'on n'avait pas assez de preuves pour les arrêter ou même pour les ramener au poste de police. Donc, on est reparti. Les enquêteurs étaient à court de théories et voulaient désespérément trouver une piste qui viendrait relancer l'enquête. Donc, ils ont examiné les antécédents financiers de Breezy et Riley. Ils ont épluché les relevés bancaires à la recherche de n'importe quel indice qui leur permettrait de suivre une nouvelle direction. Après plusieurs mois d'enquête, on a découvert que la dernière transaction effectuée sur le compte de Riley concernait l'achat de carburant dans une station-service de Twilly. On est allé dans cette station-service et on a trouvé une vidéo de surveillance. Sur la vidéo, on voit Riley prendre de l'essence, entrer dans la station et payer. Ce qui était intéressant, c'est que Breezy n'était pas là. Et quand Riley a quitté la station-service, au lieu de prendre la direction d'Eureka, là où Breezy et Riley avaient prévu d'aller, il a pris la direction opposée. Où est Breezy? On s'est demandé s'il y avait eu une dispute ou une altercation entre Riley et Breezy. Est-ce que Riley aurait pu faire du mal à Breezy? En regardant la vidéo de surveillance, les enquêteurs ont vu que Riley avait quitté la station-service. Au lieu de prendre la direction d'Eureka, il s'est dirigé vers Mamos, là où Morgan Anderson habitait. C'était la dernière personne à qui Riley avait envoyé des messages sur les réseaux sociaux avant que les deux ados ne disparaissent. Et on ne voit pas Breezy sur la vidéo de surveillance. Où pouvait-elle être? L'avantage d'avoir récupéré cette vidéo de surveillance, c'est qu'on pouvait estimer l'heure à laquelle ils avaient été vus pour la dernière fois le soir de leur disparition. Mais on ne pouvait pas prouver exactement où se rendait Riley. Les enquêteurs se demandaient ce que ça signifiait. Est-ce que Riley était vraiment allé chez Morgan? Est-ce que la police était sur la bonne voie en soupçonnant Morgan? À ce moment, tout le monde voulait comprendre quelle était la relation qui existait entre Morgan et Riley. On a appris que Riley avait rencontré Morgan l'été avant que Breezy et Riley ne commencent à sortir ensemble. Riley et Morgan avaient commencé à passer du temps ensemble et avaient fini par entretenir une relation. Leur relation était très bizarre, étant donné qu'elle était dans sa trentaine et qu'il était un adolescent.
Est-ce que ça voulait dire que Morgan avait quelque chose à voir avec leur disparition? Est-ce que Morgan et Riley avaient fait quelque chose à Breezy? Appel à l'unité 12. Je vois les corps. Je vois les restes des corps. Ils sont là. Le 25 mars 2018, Morgan a fait l'objet d'un contrôle routier. Les policiers ont retrouvé des armes dans sa voiture, et notamment des couteaux. Donc ils ont pu la mettre en garde à vue. On s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour lui soutirer plus d'informations. Quand les enquêteurs ont de nouveau interrogé Morgan, elle a commencé par rester fidèle à sa première version. Mais elle a fini par craquer un peu. Morgan nous a révélé un tas d'informations sur sa relation avec son petit ami Jared Bohm. Elle a dit que Jared contrôlait presque toute sa vie. Il contrôlait son temps, son argent, qu'elle n'avait pas le droit d'avoir d'amis qu'il n'appréciait pas. Absolument personne n'avait le droit de venir à la maison. On a aussi appris que pendant que Jared était en prison, il avait découvert que Morgan entretenait une relation avec Riley. Ce qui n'a pas plu à Jared. À mesure que les enquêteurs parlent avec Morgan, elle s'ouvre de plus en plus. Et avoue avoir menti quand elle a dit que Breezy et Riley n'étaient pas venus chez elle. Ils étaient bienvenus. Et Morgan explique que, pendant qu'ils étaient là, Jared est rentré et est entré dans une rage folle. Il a attaché les mains de Breezy et de Riley, les a mis dans la voiture et est parti. Et Morgan dit que c'est la dernière fois qu'elle a vu Breezy et Riley. D'après Morgan, c'est tout ce qu'elle sait. Elle ne sait pas s'ils sont en vie ou non. On savait qu'on n'était pas loin de retrouver les deux ados, et on savait que Morgan était la clé. Morgan était avec nous dans ma voiture de patrouille. Et pendant que je conduisais, on lui posait des questions. Du genre, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez où ils sont? Vous dites que Riley est un ami, alors essayons de le ramener à la maison. J'ai remarqué qu'à mesure qu'on s'approchait de ce qu'on appelle la mine Tintic numéro 2, et qu'on la dépassait, le comportement de Morgan changeait complètement. Elle est devenue très émotive, et elle s'est immédiatement mise à pleurer. Elle tremblait. Ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Il avait dû se passer quelque chose de grave ici. C'est ce qu'elle me faisait comprendre, sans parler. Il s'était passé quelque chose ici. Ce changement de comportement était un gros signal d'alarme pour les enquêteurs. Il fallait qu'ils trouvent ce qu'il y avait dans cette zone qui rendait Morgan aussi nerveuse. Le 27 mars 2018, on a mené des recherches dans la zone entourant la mine. Toute la zone est parsemée de différents puits de mine. Mais la mine numéro 2 n'était pas un simple trou dans le sol. C'était un trou énorme d'environ 9 mètres de diamètre et environ 34 mètres de profondeur.
Tout le système d'exploitation de la mine fait presque 550 mètres de profondeur. On a fait venir un camion qui avait une caméra autonome qu'on pouvait faire descendre dans la mine. On a réussi à la faire descendre sur 33 mètres. On essayait de voir s'il y avait quelque chose au fond, mais il n'y avait rien et on s'est dit « et maintenant ?» On regardait et on se sentait un peu découragé, mais on continuait de regarder du mieux qu'on pouvait. J'étais prêt à partir quand un des gars a dit « je vois un corps ». Il était bien visible, c'était le corps d'un homme. On voyait bien que les vêtements correspondaient à ceux que portait Riley la dernière fois qu'il avait été aperçu. C'était un moment très poignant de se retrouver aussi proche du but. Mais en même temps, on n'oubliait pas qu'on devait retrouver Breezy. Où est-ce qu'elle était? Donc, on a décidé d'essayer de balancer la caméra d'avant en arrière pour voir ce qu'il y avait dans les autres puits. Et on a vu un autre corps. C'était le corps d'une femme qui portait les vêtements que Breezy aurait portés le jour de sa disparition. Et donc, je ne sais pas trop comment décrire l'émotion ou ce qu'on a ressenti, mais c'était très fort. Pendant toute l'intervention, on se dit Je descends. « c'est sûr que c'est un meurtre ». On a eu la chance de pouvoir les voir remonter et sortir les corps. En voyant ça, je me sentais mal, j'avais le cœur brisé, je me sentais vide. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Après avoir découvert ce qui s'était passé, il y a eu de la tristesse, mais je me demandais surtout pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille à deux ados. Maintenant qu'on les a retrouvés, on doit trouver qui a fait ça et pourquoi c'est arrivé. Deux enquêteurs étaient avec Morgan. Ils lui ont dit « on les a retrouvés. C'est le moment de tout nous dire, on sait que vous savez ce qui s'est passé, c'est le moment de nous dire la vérité. » Elle a finalement accepté de nous raconter ce qui s'était passé. Elle a rejoué la scène. Elle a décrit le soir où Riley et Breezy sont venus chez elle. Ils sont allés à son domicile. Ensuite, elle croit qu'ils sont repartis avant que Jared ne rentre. Et l'instant d'après, Jared débarque dans la maison en lui disant « Je t'avais dit d'inviter personne, pourquoi tu m'as menti ?» On sait que Jared était très manipulateur et qu'il n'autorisait pas Morgan à avoir des amis. Donc, quand Jared a découvert que Riley et Breezy étaient venus, ça ne lui a pas plu. Il lui a dit « Prépare-toi, tu viens avec moi. » Donc elle est sortie et a vu Riley et Breezy, avec du ruban adhésif sur la bouche, autour des poignets et autour des chevilles. Ils étaient tout au fond de la Jeep. Et Jared lui a ordonné de monter. Morgan raconte qu'ils sont allés au puits de mine de Tintic. Et là, les adolescents ont été forcés à sortir du véhicule.
Jared commence par frapper Riley. Puis il le poignarde 3 fois dans la poitrine. Et à ce moment-là, Riley ne fait plus un bruit et Morgan comprend qu'il est mort. Et là, il l'a jeté dans le puits de mine. Morgan dit que Breezy est assise là, terrifiée. Jared se met derrière Breezy et lui passe un bras autour en lui disant « Tout va bien, ma belle ». Puis, il lui tranche la gorge et il la laisse mourir sur place. Après avoir fait ça, il a aussi jeté dans le trou. On croyait à l'histoire de Morgan, donc on a voulu parler à Jared. Jared était en prison pour différents délits à ce moment-là, donc on l'a mis dans une pièce. Jared niait toute implication dans les meurtres, mais en se basant sur tout ce que nous avait dit Morgan, on sentait qu'il y avait suffisamment de raisons d'inculper Jared de ces meurtres. Le 15 août 2022, Jared a été condamné à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Morgan a été condamnée pour obstruction à la justice. Elle a passé un accord avec le procureur et a été condamnée à 3 ans de prison. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, Jared a été malin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé les corps sur les rebords. S'ils n'avaient pas été sur ces rebords, et s'ils étaient tombés au fond du puits de mine, on ne les aurait peut-être jamais retrouvés. J'ai aussi le sentiment que grâce à Morgan et à sa volonté de participer à l'enquête, justice a été rendue à ces familles. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment tourner la page. Jared est toujours là, il est toujours en vie. Je crois que je n'irai pas de l'avant tant qu'il sera en vie. Et je suis presque sûr qu'il vivra plus longtemps que moi. Donc j'irai de l'avant quand je retrouverai Riley. Il me manque. Et je lui parle tous les jours. Breezy me manque. Sa personnalité me manque. Et je donnerais tout pour pouvoir lui dire qu'elle était aimée et qu'elle a changé beaucoup de vies. Plus que ce qu'elle imagine.